Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Nous sommes le lundi 24 juillet. Vous écoutez CEMA TV en vacances. Bon début de journée pour cette émission spéciale. On vous propose de réécouter l'entretien avec le baryton Dominique Côté. On parle de sa carrière, mais aussi du spectacle qu'il a présenté le 8 mars dernier aux Arts de la Scène. Un peu plus tard, on va faire un tour avec les arrêts gourmands avec la porte-parole Natacha Lagarde et aussi, on s'entretiendra avec Simon Ampleman du Ampleman Dance Group. La compagnie de danse viendra présenter son nouveau spectacle Alexis, très bientôt aux Arts de la Scène. C'est un plaisir aujourd'hui de recevoir Dominique Côté qui sera très bientôt à la salle Promutuelle à Montmagny en carte blanche présentée par les Arts de la Scène. C'est le 4 mars. Bonjour, Dominique. Bonjour. Je me permets de te tutoyer et t'appeler par ton étrange, petit nom. Je pense qu'on se dit oui. vous, Madame Lamont. Oui, ben, on se connaît depuis l'école secondaire, c'est oui. ça. Ça peut créer des situations un peu particulières. Bizarre. Mais je suis contente de te recevoir, Dominique, parce que justement, on t'a offert une carte blanche du côté des Arts de la Scène cette année. Puis je trouve ça vraiment intéressant qu'enfin, on invite les artistes qui viennent d'ici à se produire ici. Mais je veux faire un retour sur ta carrière parce que, les gens t'ont connu à l'époque quand tu étais à Montmagny. Tu as fait des tournées de théâtre dans les écoles, les écoles primaires à l'époque. Ça a vraiment commencé là. Notre à l'envers. Oui, c'est ça. Donc, ça a été le théâtre, ton premier amour, si je ne me trompe pas. Oui, vraiment. En fait, amour qui est né beaucoup grâce à ma rencontre avec Noël Delille. Parce que quand je suis venu à la Polyvalente à Montmagny, parce que je viens de Notre-Dame-du-Rosaire, normalement, on va à Polyvalente à Saint-Paul. Moi, j'avais fait une petite crise de bacon pour dire que je voulais aller à Montmagny parce qu'il y avait une troupe de théâtre. Plus la musique, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de musique. Mais finalement, j'ai fait de la musique à Montmagny, mais mon coup de cœur a été le théâtre parce que Noël Delille faisait tellement de projets, ça m'a vraiment parlé, ça m'a embarqué tout de suite. Donc, j'en ai fait beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas un spectacle dans mes 50 secondaires auquel je n'ai pas participé. Autant les spectacles de théâtre que les spectacles de musique, d'ailleurs. J'ai faisais tout. Même les parades de mode, j'ai tout fait. Et, même les jeux de football. Oui, je me rappelle, je faisais aussi des trucs, quand il y avait des compétitions, puis il y avait besoin de quelqu'un pour annoncer, je faisais ça. Dès qu'il y avait besoin de quelqu'un qui parle, c'était moi. Donc, je suis parti de Montmagny, je suis allé faire l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Et donc, pendant mes premières années, à peu près les 5 premières années de ma carrière, j'étais vraiment concentré sur le jeu. J'étais comédien. Pas mal de théâtre, beaucoup de télé au début. Oui, aussi. ça a parti quand même assez rapidement. Oui, j'ai été très chanceux. Moi, j'ai jamais eu besoin de faire autre chose. Donc, je touche du bois. Je suis un superstitieux. Où est-ce qu'il y a du bois dans votre studio? Oui, ça a été vraiment rapide et bien. Peut-être même un peu trop, puisqu'il est arrivé un accident après quelques années. Je me suis cassé la voix, mais alors là, solidement. On peut expliquer un peu c'est quoi casser la voix? Parce que les gens, ils entendent ça, mais à part la chanson de Patrick Bruel, qu'est-ce que c'est? Casser la voix! Voilà. En fait, il peut arriver plusieurs types d'accidents avec la voix. Ce que les gens vont avoir expérimenté la plupart du temps, c'est une extinction de voix, là, parce qu'ils ont crié un soir dans un party ou qu'ils ont trop fait karaoké ou quelque chose du genre. Moi, c'était une accumulation. Je jouais au théâtre le soir, je faisais du doublage et des tournages dans le jour. J'avais 22 ans, disons que ma discipline était douteuse. Alors, je me fatiguais beaucoup, je travaillais pas bien avec ma voix.
Et ça faisait quelques semaines que j'étais quand même... Oups, moi, je viens de toucher au micro, pardon. Ça faisait quelques semaines que je sentais que ça faiblissait, mais j'arrivais à m'en sortir quand même. Jusqu'à ce que, dans une session de doublage où je jouais un homme préhistorique qui se battait tout le temps contre des dinosaures, il fallait que je crie parce que je me faisais écraser, justement, par un dinosaure. J'ai crié, le réalisateur a dit « Ah, il me semble que ça m'en prendrait plus parce que regarde son visage, il est vraiment en douleur et blabla. » Fait que là, je fais « OK, d'accord. » Alors là, je lâche un cri de mort et ça a coupé net. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que sur les cordes vocales, il y a des miniatures vaisseaux sanguins et il y en a un, au minimum, en tout cas, qui a explosé, ce qui crée ce qu'on appelle un polype hémorragique. Et là, ça, c'est grave. Oui. C'est l'équivalent d'une jambe cassée pour la corde vocale, finalement. Donc, ça a pris 3 mois à être muet complètement pour attendre que ça désenfle et qu'ils puissent aller faire une opération pour tenter de reconstruire une corde vocale normale. Mes chances, le médecin me disait pendant que ça se passait, c'était de 50-50. 50 des chances que ça revienne comme avant, 50 que on ne sait pas trop. Tu es certain que tu allais reparler, mais oui. Jusqu'où tu pourrais travailler avec ta voix, tu exact, on ne savait pas. Ça. Donc, il m'avait évidemment chaudement recommandé de me trouver un professeur de voix, ce que j'ai fait, une dame qui s'appelle Lucette Tremblay, qui est spécialisée en rééducation vocale. Et j'ai été vraiment chanceux parce que je l'ai rencontrée, elle avait 70 ans. Puis elle disait « Ah, je prends plus de nouveaux élèves, je suis trop vieille, blablabla. » Puis elle a eu une espèce de coup de cœur. Elle s'est dit que j'allais être son dernier, ce qui a été effectivement le cas, pas mal. Donc, on a travaillé vraiment ensemble pendant plusieurs années, très, très proches. Et très rapidement, elle a trouvé la cause de pourquoi ça m'était arrivé et tout. Et très rapidement, elle a dit « Ah, toi, t'es un chanteur, est-ce que tu le sais? » Elle roulait ses airs comme ça. Je suis comme, bon, ben oui, je chante, j'aime bien ça. Je chantais déjà, ça m'a toujours plu et attiré, mais bon, c'était pas là que la vie m'avait amené finalement. Elle était comme, non, mais t'aimes-tu ça, l'opéra? Et là, je me rappelle comme c'était hier, j'avais répondu, oh mon Dieu, non. Comme quoi, on ne sait jamais. Ah, comme quoi, hein, la vie est pleine de surprises. Mais en fait, parce que j'étais plein de préjugés, parce que je n'étais jamais allé à l'opéra de ma vie. En fait, je connaissais à peine ça, comme beaucoup de gens, souvent. Mais en fait, mon amour de l'opéra est venu en le faisant. Parce qu'à ça, elle a répondu, elle a fait « Ah, ben c'est pas grave, on va en faire de toute façon parce que ça va être bon pour ta voix. » Puis voilà. Et c'est en faisant que je me suis mis à faire « Ah, ben c'est drôle, mais il y avait le côté jeu là-dedans Oui, aussi, oui, il y a ça, mais c'était comédien. vraiment la découverte vocale qui m'attirait. C'était très pour moi, en fait. J'étais même pas encore rendu à me dire que j'allais en faire, mais... moi, ça me plaisait. J'étais comme, ah, OK, c'est ça qui se passe dans mon corps, dans mon larynx. Ah, c'est pour ça que c'est pas ça que je faisais avant et c'est pour ça, donc, que je me suis cassé la voix à ce point-là. En prenant ce genre de cours de chant-là aussi, on apprend tout le fonctionnement. On sait tout comment le corps fonctionne pour la voix. Là. Le chant classique, c'est vraiment une très bonne base, autant pour la voix chantée que la voix parlée. Tu apprends tout le fonctionnement du mécanisme vocal. Chaque muscle et tissu qui est impliqué dans le geste de produire un son va être décortiqué pour être capable de le développer à son maximum. Donc, le corps était déjà un instrument quand tu étais acteur, mais là, il devenait 2 fois plus avec la voix. C'est vraiment là, la voix et tout. Oui, ça a changé ma façon de jouer aussi. Ça a changé mon approche physique et vocale du jeu aussi. Parce que tu t'es tourné vers le chant, mais tu as continué à faire du jeu aussi à travers tout ça. Surtout les premières années, le jeu prenait encore une bonne place, mais assez rapidement, le chant a pris le dessus. Ça fait partie de ces accidents de la vie que tu n'as pas vu venir, mais qu'à un moment donné, tu n'as un peu pas le choix d'écouter parce que c'était, entre guillemets, c'était facile. Au départ, pour vrai, c'était un peu une blague. Je faisais une audition de chant, puis je l'avais. Alors qu'en jeu, je pouvais en faire 10 pour un contrat, ce qui est une norme très normale. Mais là, en chant, tout fonctionnait. C'est comme, bon, je pense qu'il y a un message ici. Parce que, bon, il y a eu l'opéra, il y a eu la comédie musicale aussi à travers tout ça. Oui. En fait, même à l'opéra, tout ce que j'ai fait, presque tout ce que j'ai fait, il y avait toujours une grande partie théâtrale d'impliquer. C'est ça qui a été un peu ma marque de commerce, en fait.
en commençant, c'est que le message s'est vite passé de « Ah, lui, il chante, mais il sait jouer ». Parce que c'est souvent une lacune dans la formation des jeunes chanteurs d'opéra, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup formés en tant qu'acteurs, alors que ça fait vraiment partie du métier. Ce qui fait qu'ils apprennent sur le tas, comme on dit en bon québécois. Ce qui fait que souvent, je connais de très, très bons chanteurs qui jouent très bien, mais ils jouaient peut-être pas très bien dans leurs premières années de chant. Ils ont appris avec des super bons metteurs en scène qu'ils ont coachés, ils ont appris à jouer, mais ça vient avec X nombre d'années d'expérience, alors que moi, c'était l'inverse. En fait, j'avais tout mon bagage d'acteur et j'étais bébé chanteur. Et il y a beaucoup d'opéras, opéras comiques, opérettes, tout ça, où il y a des dialogues. Oui. Et là, c'est sûr que j'avais une longueur d'avance souvent. J'ai même eu des très grands interprètes qui venaient me voir en cachette puis qui me disaient « Tu peux-tu me coacher pour les dialogues? Parce que là, je capote! » C'est bien, ça! Ouais. C'est valorisant. Ben, tu sais, je me disais, coudonc, c'est le fun. Ouais. Bien, la carrière de chanteur, chanteur d'opéra, chanteur de comédie musicale, ça permet de voyager aussi. Ça, c'est une des choses qui m'a attiré aussi quand j'ai vu ça, que j'ai compris ça, que la musique permettait beaucoup plus facilement de voyager que le jeu. Bon, il y a certains acteurs qui vont arriver à travailler à l'étranger, mais il y a toujours le problème de l'accent, souvent. Si on ne te demande pas de jouer un Québécois, bien, il faut absolument que tu maîtrises soit l'accent français, soit que tu sois parfaitement bilingue sans accent, ou alors il faut que ce soit intrinsèque au personnage, que, OK, c'est un Québécois qui parle anglais, ou etc. Alors que la musique, c'est comme une convention. On va accepter les accents. Bien sûr, on va travailler le plus possible pour que l'accent soit le plus léger possible, si c'est dans une autre langue. Mais ça fait partie du métier que, bon, c'est des gens d'un peu partout. Sur une production, il peut y avoir un Canadien, un Américain, un Français, un Italien, un Japonais, un Coréen, et tout le monde va chanter dans la même langue. Et là, qui peut être l'allemand, le français, l'anglais, l'italien. Oui. Moi, je me suis beaucoup spécialisé dans le répertoire français. C'est très majoritairement ce que j'ai fait. Sinon, j'ai aussi chanté en anglais, en italien. Et là, depuis la pandémie, je pense que j'ai chanté qu'en allemand tout le temps, ou presque. C'est comme l'allemand est arrivé avec la pandémie. Particulier, OK. Bien, je veux qu'on revienne au répertoire français, justement. Est-ce que c'est par goût ou par hasard que c'est arrivé, cette spécialité-là? Je dirais qu'au début, c'est du hasard, mais après, oui, c'est par goût et par un sentiment que c'est là que je me trouve le plus pertinent. C'est là que je trouve que j'ai le plus de choses à amener, à dire, où je maîtrise vraiment complètement ce que je fais. Et la compréhension du texte aussi. Déjà, là, il n'y a pas de... Je peux amener vraiment une très grande quantité de couches de sens dans un texte français parce que je n'ai pas à me re-questionner de cette phrase-là, c'était quoi le sens déjà? Parce que des fois, bien sûr, on fait toujours notre traduction, mais dans le feu de l'action, des fois, tu peux être en train de dire des sons, puis c'est ça, ça devient des sons. C'est plus autant ancré en toi. La langue maternelle... Le sens perd un peu c'est dans tout ça. Exact. Donc, j'ai toujours comme développé ça, puis poussé vers le côté français parce que c'est là où je trouve que je suis le plus à ma place. C'est intéressant parce que tu as participé à beaucoup de disques, mais tu as eu droit à ton premier disque solo l'an dernier. Oui. Et ça a bien fonctionné. On le voit ici, là, Amour et fantaisie, les mélodies de Lionel Denet. Je dis que ça a bien fonctionné parce que tu as mérité ainsi une nomination au prix Opus. Oui, on était bien fiers de ça. C'est un projet que j'ai porté pendant longtemps. Mais bien sûr, pour qu'une compagnie te fasse confiance pour un disque solo, ça prend un petit peu de bagage, bien sûr. Et ça me prenait... Il y a toujours une question de timing dans la vie. Et là, un jour, le timing est arrivé pour qu'on fasse cet album-là. Bon, il est arrivé une légère pandémie pendant le projet. Juste comme ça. Mais en même temps, c'était vraiment un mal pour un bien parce que ça m'a permis d'avoir du travail pendant la pandémie aussi, cet album-là, et de 2 autres albums aussi auxquels j'ai participé parce que c'était presque tout ce qui nous restait pendant 1 an et demi, 2 ans. Il y avait à peu près juste des enregistrements. Mais ça a été une grosse année de sortie d'enregistrement l'année dernière pour toi aussi. Oui, vraiment, ça a été une grosse année de disques. Il y a le Émile Nelligan qui est arrivé. Émile Nelligan que tu as porté pendant des années. Oui, depuis 2004.
que je chante Nelligan. Jeune? Là, ça prend plus de maquillage maintenant. Pour faire Nelligan jeune. Parce que le Nelligan plus âgé est chanté par Marc Hervieux, c'est ça. Dans la construction de l'histoire, c'est Michel Tremblay qui a fait le livret. Il a écrit ça, Nelligan vieux revoit sa vie. Donc, les deux, le vieux et le jeune, sont sur scène à peu près constamment. Et il y a même des scènes où les deux se parlent, en fait. C'est un peu schizophrénique, là, du jeune qui voit le vieux, du vieux qui voit le jeune. Donc, c'est ça. Moi, je le joue jeune. Donc, il y a 19 ans au moment de l'histoire. Donc, quand j'ai commencé à le chanter, j'avais presque l'âge. Là, ma blague, c'est que bientôt, je vais changer. Ça va être moi le vieux. Mais enfin, l'album est disponible. Ça a été très long. Ça a été très long. Mais c'est un opéra que tu as porté, c'est ça, pendant de nombreuses années. Et à plusieurs endroits, ça a été joué beaucoup. Oui. Oui, ça a été d'abord fait en version concert avec l'OSM, qui existe un album d'ailleurs de collection, puisque c'est introuvable maintenant. Il faut aller sur des sites obscurs de revendeurs pour le trouver. Et ensuite, là, il y a eu une petite pause jusqu'en 2011, si ma mémoire est bonne, où est-ce qu'on l'a refait avec l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, à Montréal, au Monument national. Ensuite, au Festival d'été à Québec, salle Octave Crémazie, au Grand Théâtre. Qui avait un festival d'opéra à l'époque. C'est le premier festival d'opéra, je pense. J'ai dit le Festival d'été? Oui. Ah, pardon. Le Festival d'opéra, c'était peut-être le premier ou le deuxième. Oui, le deuxième. C'était dans le début du festival. Je me rappelle que l'autre spectacle avec nous, c'était The Tempest de Thomas Hadès, qui était formidable. Dans une mise en scène de Robert Lepage. Oui, exact. Et que, petite anecdote, c'est grâce à eux que j'avais eu une tête qui se pouvait parce qu'ils trouvaient aucune perruque qui ressemblait à Émile Nelligan. C'était comme un peu la panique. Et tout à coup est arrivée la perruquière du Met, parce que c'était une coprode avec le Met, le The Tempest. Puis là, je me rappelle d'elle, elle était super sympathique, mais un peu, elle avait tout un style, là, vraiment. Elle était comme « Show me a picture of that guy! » Et là, je lui sors avec mon téléphone une image de Nelligan, elle fait « Oh, I have it! » Mais elle se fouille dans sa boîte, elle me sort la perruque, je me la mets sur la tête, elle faisait parfaitement, c'était comme « OK, je t'aime. » Oui, c'est une chance incroyable. Comme quoi, ça se parle d'une compagnie à l'autre. Oui, bien, on partage les loges au Grand Théâtre, donc c'est ça, ils peuvent s'entraider. Voilà. Je veux revenir au disque sur Lionel Donnet. Est-ce que c'est toi qui as fait les choix des mélodies, des textes? J'ai eu vraiment une liberté. En fait, ça aussi, c'était une carte blanche. À partir du moment où Atma ont accepté de produire l'album. Atma Classique, qui est la compagnie de disques. C'est ça, Atma Classique qui a produit l'album. Je leur ai présenté le projet. On a fait 2-3 maquettes. Puis ils ont fait « Ah oui, on aime ça, on embarque. » Et à partir de là, ils ont fait « Écoute, c'est toi qui connais le répertoire. Enregistre ce que tu veux autour d'une heure de musique et vas-y. » Donc, j'ai vraiment fouillé et écouté tout ce qui existait, tout ce dont je pouvais mettre la main dessus, parce qu'un des défis de la musique de Lionel Donnet, c'est qu'elle n'a pas toute été éditée et elle n'est pas facile à trouver. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent seulement aux archives nationales. Et à ça, la pandémie m'a ajouté le fait qu'on n'avait pas le droit d'aller aux archives nationales. Donc là, j'appelais le gars qui travaillait aux archives, puis je disais « OK, là, j'ai trouvé telle pièce qui apparemment aurait été créée en 1924. Est-ce que tu as ça quelque part? » Il fouillait. Bon, en tout cas, fait que ça a compliqué un peu le processus de trouver le répertoire, mais c'était vraiment très intéressant à faire parce qu'il en a écrit au-dessus de 200 des mélodies. Et dans des styles absolument très différents les uns des autres. On passe de mélodies françaises classiques inspirées là, de Fauré, Poulenc et tout ça, jusqu'à des mélodies folkloriques que les gens connaissent. Et souvent, cette partie-là de l'œuvre de Donnet que les gens connaissent plus, entre autres la fameuse tourtière. Oui. Et aussi un répertoire pour enfants. Donc, rapidement, j'ai pris la décision de choisir mes coups de cœur de chacun de ces styles-là. Parce que je trouvais que sinon, ça ne lui rendait pas justice de le confiner à seulement un de ses styles. Parce que j'aurais pu faire un album beaucoup plus classique avec que ses mélodies plus travaillées, où est-ce que la musique est plus développée et tout ça. Mais en même temps, c'est pas ça qui était Donnet. Donnet, c'était un éclectique, c'était un gars qui aimait ça, il faisait plein de choses. Là. C'était un comédien, chanteur, metteur en scène, producteur. Il faisait de l'animation à la radio. Donc,
je trouvais que pour lui rendre justice, il fallait que le disque soit un peu éclectique. Et semble-t-il, la critique a bien réagi à l'offre que tu as donnée vraiment, à ce niveau-là. Le disque a été vraiment reçu de façon formidable partout où est-ce qu'il est allé jusqu'à date, jusqu'au prix Opus, la fin de semaine dernière. On était bien contents. Est-ce que la recherche musicale a été aussi compliquée pour ta carte blanche avec les arts de la scène? Non. Parce qu'en fait, c'est Christian Noël qui m'avait appelé pour ça. Puis, évidemment, la première chose que je lui ai dit, je fais, c'est sûr que ça va être un répertoire français. Je ne sais pas encore ça va être quoi, mais je dis, je peux te garantir. Puis déjà, je trouve que pour m'adresser aux gens ici, de leur chanter déjà en français, c'est déjà comme un chemin plus facile. Oui. Autant pour moi, parce que c'est ce que je connais le plus, que pour eux qui, peut-être, connaissent moins le répertoire. Et après, là, je suis parti dans des brainstorms tout seul chez nous qui sont allés dans toutes les directions possibles, imaginables. Et la création vient de la contrainte souvent aussi. Et une des premières choses, parce que là, au début, je n'avais pas eu cette information-là, c'est que quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de piano dans la salle. Non. Donc, si on voulait un piano, il fallait en louer un, ça complique un peu les affaires. Donc, j'ai fait, attends, s'il n'y a pas de piano, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et pouf, je parle à des gens et je rencontre par hasard un harpiste. Et là, je me dis, mais de la harpe, j'ai jamais chanté avec une harpe de ma vie. Ben, en fait, dans des orchestres symphoniques, oui, mais solo avec une harpe, non. Et là, pour amener un peu de rondeur et de chaleur à ça, on a ajouté un violoncelle. Et plus j'avançais dans ma recherche, plus il y avait une partie de moi qui se disait, j'ai aussi envie de chanter des affaires qu'on me demande jamais de chanter, des coups de cœur, parce que j'écoute de tout, moi, à part du heavy metal. Je dirais que c'est la seule musique que ça me parle pas. Mais donc, il n'y en aura pas. Ça, je vous le garantis, il n'y en a pas de Metallica. Mais sinon, j'écoute de tout, puis je me suis dit, bon, si je me laisse aller, que je me donne pas de contraintes, ça va donner quoi? Et donc, je suis allé vraiment, ce n'est qu'un ramassis de coups de cœur de tout style de musique francophone confondu, que ce soit de la chanson québécoise, de la chanson française, de la mélodie française, des extraits de comédie musicale. Et après aussi, j'ai eu envie de revisiter des choses que j'avais déjà chantées dans mon parcours, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que je prends plusieurs extraits de spectacles que j'ai déjà faits, mais je ne chante pas les airs que je chantais dans le spectacle. Ah! Un petit défi. Oui. Des airs que... Parce que quand on chante dans un spectacle, évidemment, on a toujours quelques pièces coup de cœur. Et très souvent, c'est pas une pièce qu'on chante, pas parce qu'on n'aime pas ce qu'on chante, mais parce que... On aime entendre ce que les autres chantent aussi. C'est ça, puis tu fais, c'est tellement beau cet air-là, j'aimerais ça chanter ça. Ben voilà, c'est là que je vais le faire. Bien là, ça va être le temps d'aller écouter Dominique Côté, justement, interpréter ces airs-là du côté de la salle Promutuelle des Arts de la Scène. C'est le 4 mars à 20h. 20h. Donc, vous êtes invité à prendre vos billets le plus rapidement possible parce que j'ai l'impression que ça va partir très, très vite après cette entrevue-là. Merci beaucoup, Dominique. Ça m'a fait plaisir. Toujours un plaisir de te voir. Merci. Dominique Côté sera d'ailleurs en spectacle à la fin de la semaine au Festival d'opéra de Québec, alors qu'il joue dans Messe solennelle pour une pleine lune d'été de Michel Tremblay en version opéra. C'est une création qui sera présentée du côté du Palais Montcalm. Dans quelques instants, on vous met l'eau à la bouche avec les arrêts gourmands et Natacha Lagarde. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchouis le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Perdu dans les rues, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Fringues et futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. On s'entretient aujourd'hui avec Natacha Lagarde. Elle est présidente du CA de la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches. Également, elle est propriétaire d'un arrêt gourmand et porte-parole des arrêts gourmands parce que c'est le sujet du jour, les arrêts gourmands. Bonjour. Bonjour. Madame Lagarde, vous avez fait le lancement officiel ce mercredi de la saison estivale et les gens aiment de plus en plus le tourisme gourmand, si je ne me trompe pas? Les gens aimaient déjà le tourisme gourmand. Les gens le découvrent de plus en plus parce qu'on en fait la promotion. Donc, les arrêts gourmands, c'est quelque chose que vous avez à côté de chez vous. Donc, les gens, là, de plus en plus, le connaissent. Donc, effectivement, pendant les vacances, on a toujours quelque chose de planifié qui est un petit peu plus loin de chez nous, mais on a des moments où on peut être chez nous et qu'on peut visiter chez nous. Qu'est-ce que vous proposez cet été? Ben, en fait, je dirais que on dit un arrêt gourmand à proximité, près de chez vous, parce que nombre de personnes qui viennent nous visiter et nous disent « Mon Dieu, je ne savais même pas que ça existait proche de chez nous. » Donc, on a autour de vous, là, si je vais nommer, mettons, le Montmagny, là, on arrête au Joyeux Pétrin, on va aller au domaine du Rite, que vous connaissez sûrement. Bergerie, les petites laineuses qui ont quelque chose. C'est sûr qu'il y a des incontournables, là, la poissonnerie, la microbrasserie, le bistrot d'érable. C'est tous des arrêts gourmands que vous allez avoir. Il faut savoir qu'arrêt gourmand, ben, ça le dit, c'est un arrêt gourmand, ben, c'est-à-dire qu'il aime la bonne nourriture, qui prend un plaisir à manger. Donc, c'est ce qu'on veut faire vivre aux gens là, dans la région. Donc, un arrêt gourmand, ça peut être un restaurant, ça peut être un commerce qui offre des produits de la région. Ça peut être des producteurs aussi. Oui, il y a les producteurs eux-mêmes. Donc, on va avoir la restauration qui va cuisiner avec des produits de la région, des bars laitiers, de ceux qui font de l'alcool. Donc, vous pouvez vous prévoir, là, il y en a qui vont dire tour de machine, il y en a qui vont dire road trip, là, tout dépendant de votre âge. Donc, vous pouvez, et Chaudière-Appalaches, c'est quand même assez grand, hein? Donc, sans sortir de la région, vous pouvez trouver quelques arrêts gourmands parce qu'on se nourrit 3 fois par jour. Mon adolescent, plus que ça, mais bon, minimalement 3 fois par jour. Donc, là, les arrêts gourmands, c'est pour Chaudière-Appalaches. On l'a dit, le Chaudière-Appalaches, c'est une très, très grande région. On peut aller en Beauce pour profiter des arrêts gourmands. On peut se rendre jusqu'à Kamouraska. Et ça, on parle de près de 160 arrêts gourmands dans la région. Et le communiqué que vous nous avez fait parvenir nous a dit aussi que la région de Chaudière-Appalaches, c'est la seconde en termes d'importance de production alimentaire au Québec. C'est pas rien, ça. Non, c'est pas rien. Je disais tout le temps, on est la seconde, mais on est la plus sympathique et diversifiée. Donc, on a cette chance-là. Les gens qui vont faire, ils disent, ben, j'ai pas beaucoup de vacances ou ben, je veux pas trop, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Ben, peut-être ça prendre des journées durant l'été. C'est possible d'aller à la découverte. Et les arrêts gourmands sont souvent des gens qui vont vouloir partager
passe sur place, vous expliquer ce qui arrive et sûrement qu'ils vont vous référer à un autre arrêt gourmand là, selon vos préférences. Et c'est toujours intéressant parce qu'ils sont bien indiqués, les arrêts gourmands. Il y a toujours l'image là, qui nous dit qu'on peut avoir l'information, dans le fond, sur votre site Internet. On reconnaît là, le fameux logo. Oui, le logo, c'est une pancarte jaune avec un légume, je veux dire racine, qui ressemble, pour pas le nommer à Google, l'emplacement, pour dire vous êtes ici à un arrêt gourmand. Le site des arrêts gourmands, bientôt va être, le nouveau site va sortir, donc ça va être encore de plus en plus facile pour pouvoir prévoir votre itinéraire gourmand là. Donc sur les sites Internet, et chaque arrêt gourmand connaît les autres. Est-ce que vous proposez déjà des itinéraires? On ne propose pas des itinéraires. On laisse les gens aller. C'est sûr que si vous suivez les arrêts gourmands sur Instagram, vous allez voir Samuel Larochelle qui est l'influenceur, la personne qui s'occupe du site durant l'été et va proposer des places à aller voir. Mais on laisse les gens faire leur choix à eux. Et souvent, ce qui revient, parce que chez nous, on est arrêt gourmand là, à la ferme des Sans-Acres, à la quai de chemin, et les gens disent « Oh mon Dieu, j'aurais pas juste d'une vie pour tout faire. » Puis je dis « C'est pas grave, il y a plus qu'une année et plus qu'une été. » Oui, parce que là, c'est proposé pour l'été, mais tous ces gens-là et tous ces commerces et tous ces producteurs-là continuent à vivre après. Là. On peut encore aller les voir en dehors de l'été. Oui, il faut seulement vérifier les heures d'ouverture parce que c'est sûr que de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du travail Action de grâce, c'est quand même la grande portion touristique. Après, les heures peuvent être réduites de se référer à leur site web. Et de quelle façon sont sélectionnés les commerces qu'on peut retrouver dans les arrêts gourmands? Les commerces viennent à nous contacter, nous, à la table agroalimentaire, et il y a quelqu'un à la table qui les prend en charge, qui leur pose des questions, à savoir, êtes-vous dans Chaudière-Appalaches? Parce que des fois, les gens ils pensent que malheureusement, vous avez dit qu'Amouraston, on les aime d'amour, mais ils sont pas dans Chaudière-Appalaches. Voilà. Fait que, ils regardent la région, après, ils regardent aussi est-ce que c'est quelqu'un en restauration? Est-ce que la personne en restauration prend des produits du terroir de la Chaudière-Appalaches? Donc, si c'est un bar laitier, est-ce qu'ils prennent, je sais pas, par exemple, un Sunday beurre d'érable? C'est sûr que Chaudière-Appalaches était la plus grande région productrice de sirop d'érable. Donc, quand le questionnaire est passé, la personne ne fait que faire l'inscription et après ça, l'assistance vient là. Je trouve ça important. Les entreprises, là, on le dit pas assez, et je pense qu'on a encore quelques années à le dire, là, le défi de main-d'œuvre. Donc, les arrêts gourmands viennent dans l'équipe de ces entreprises-là pour faire la promotion. Donc, pour parler des arrêts gourmands, pour dire d'aller sur le site, d'aller dans telle région, d'aller voir, d'aller en nommer, parce que ces gens-là, ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais il manque un peu de temps là, de faire la promotion. Donc, c'est là qu'on vient utile et qu'on vient les aider avec le réseau. Donc, s'il y a un producteur qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit, j'aimerais ça en faire partie, j'en fais pas partie cette année, est-ce que c'est encore possible de contacter les arrêts gourmands? Oui, il n'y a pas de date pour dire oh non, vous ne pouvez plus après cette date-là. Vous pouvez tout au long de l'année nous contacter pour faire partie des arrêts gourmands. Bien, on va inviter les gens à s'inscrire, les producteurs, mais on va inviter les gens à aller se substanter et profiter de ces arrêts gourmands dans Chaudière-Appalaches tout au long de l'été. On vous rappelle, il y en a près de 160, donc un par jour pour tout l'été. Ça, on peut tous les voir. Merci beaucoup. Alors, on discutait avec Natacha Lagarde, présidente du CA de la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches, également de la porte-parole des arrêts gourmands 2023 pour Chaudière-Appalaches aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Belle saison estivale. Merci, au revoir. À CMA TV en vacances, dans quelques instants, on rejoint Simon Ampleman, le chorégraphe, qui sera de passage avec les Arts de la Scène dans la programmation 2023-2024. Donc, c'est à voir et c'est à découvrir cette pièce qu'il nous propose où il interprète en danse Alexis le Trotteur.
Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchouis le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte, tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Perdu dans les rues, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Parmi les spectacles présentés par les Arts de la Scène cette année, vous pourrez voir la Ampleman Dance. Et justement, pour nous en parler, nul autre que le créateur derrière cette troupe de danse, Simon Ampleman. Bonjour. Bonjour. Les gens vous connaissent peut-être déjà un peu parce que vous avez travaillé avec Chantal Caron. Oui, déjà été avec Chantal Caron, puis aussi dans la région. Mes parents ont habité ici très, très longtemps. Donc, je suis très content de pouvoir revenir à cet endroit-ci pour faire la présentation du spectacle Alexis. Quand, justement, on voit la présentation du spectacle sur vidéo, on voit que la nature est très, très présente dans vos créations. La nature a été une inspiration, la matière de base, je dirais même, pour la création, parce que ça parle d'Alexis le trotteur, donc cette légende-là. Et évidemment, Alexis ne courait pas à l'intérieur, il courait à l'extérieur, dans toutes sortes de décors, de toutes sortes de paysages. Alors ça a été une matière qui nous a beaucoup inspirés pour la création du spectacle. Pourquoi avoir choisi Alexis le trotteur, justement?
C'est une légende que j'aimais bien rencontrer. Puis je raconte encore à mes enfants, à ma fille qui est tout jeune, 6 ans. On a un livre des légendes québécoises, puis Alexis le Trotteur, c'est quelque chose qui, moi, m'intéressait, puis qui l'intéressait. Fait que j'ai décidé d'aller creuser son histoire, de découvrir qui il était vraiment, de découvrir aussi que c'était un être qui était une sorte d'adolescent, éternel adolescent, et une personne que la vie n'était pas si simple parce qu'il était différent. Et à cette époque-là, la différence n'était pas accueillie de la même manière. Est-ce qu'on parle d'une légende ou d'un personnage historique? C'est les deux, un peu. C'est comme au Québec, souvent, nos légendes, c'est des personnes qui ont existé. Hein? Le géant de Beaupré, Louis Cyr. Des plus grands que nature. Des plus grands que nature. Mais on n'a pas de preuve de ce qu'ils ont fait. On a des oui-dire, hein, ce qu'on a entendu. C'est ce qui les rend légendes, au fond. Parce qu'on a de la difficulté à dissocier la vérité du faux. Et c'est ce qui a fait qu'Alexis Trotteur est aussi devenu une légende, mais effectivement, quelqu'un qui a existé. Il est né en 1860, décédé en 1924, donc ça va faire 100 ans son décès l'année prochaine. Comment montrer, faire comprendre une légende, expliquer un personnage par la danse? On est décidé d'aller dans ce qu'il était, ce qu'il ressentait et ce qui le rendait si différent que ça. Alors, on a parlé vraiment de l'individu, mais on s'est aussi amusé à explorer à quoi ressemblerait un super pouvoir, un talent incroyable dans nos corps et comment qu'on l'exprimerait. Donc, d'une part, on parle de ce volet-là de la légende à travers des capacités incroyables. Puis après, de plus en plus, on rentre profondément dans ce qu'il était, ce qu'il vivait, son drame, mais aussi ses joies. Votre compagnie de danse aime s'impliquer auprès des jeunes. Et justement, il y a beaucoup de troupes de danse dans la région. Je suis sûre qu'ils vont être bien contents de pouvoir vous rencontrer. Qu'est-ce que vous allez leur montrer? Qu'est-ce que vous allez leur expliquer à ces jeunes-là? On va leur raconter déjà l'histoire d'Alexis Trotteur. C'est pas connu de tout le monde, cette légende-là. Alors déjà, aborder son histoire. J'aime aussi beaucoup aborder sa différence pour voir eux comment ils réagiraient aujourd'hui avec cette histoire-là. Comment qu'on l'accueillerait, comment qu'on le prendrait. S'inspirer de leur réaction pour leur faire émerger eux-mêmes la danse. Alors à travers ce qu'ils ressentent dans l'histoire, comment qu'on peut l'exprimer en mouvement. Donc ça serait les 2 étapes que je vais faire. Donc conter l'histoire, puis en même temps s'inspirer de son histoire pour voir eux aujourd'hui, s'ils étaient parmi eux, comment ils pourraient l'exprimer. Donc vous faites de la danse contemporaine. Ça vous est venu comment? La danse contemporaine vous a été présentée de quelle façon dans votre vie? C'est arrivé vraiment tard, je l'avouerai. J'étais au cégep quand j'ai touché la première fois la danse et que j'ai découvert la danse. C'est en allant voir des spectacles, je me suis dit, toutes ces possibilités-là. Puis il y avait quelque chose en moi qui avait le goût de s'exprimer en mouvement. Ça, c'était important. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, qui faisait de la musique. Puis la danse est arrivée comme une sorte de réponse qui permettait de connecter ces 2 amours que j'avais de la musique et du sport. Et fait que la danse, pour moi, est arrivée comme une réponse dans la vie. Et quand j'ai trouvé cette réponse-là, j'ai décidé de m'agripper pour connaître un peu plus sur ce que je pouvais faire, les possibilités qui se cachaient derrière. Mais c'est quand même assez rare de débuter à cet âge-là? J'ai l'impression que pour les garçons, ça arrive peut-être plus souvent que pour les filles. Je dis ça parce que dans mon entourage, je rencontre souvent des personnes où que la danse est arrivée plus tard. Souvent, c'est des garçons. Cela dit, il y a quand même des filles aussi que c'est arrivé tard. Mais quand c'est arrivé, la décision était prise de continuer là-dedans. Donc, ça a évolué assez rapidement. Donc, quel a été votre parcours par la suite? J'ai fait un parcours à Montréal. Je suis allé à Montréal. J'ai fait un double deck. Hein. Au début, je découvrais, j'étais pas sûre. Donc, j'ai fait des études en sciences et des études en danse. Puis après, j'ai décidé de tenter ma chance en danse. Et ça l'a poursuivi à l'École de danse contemporaine de Montréal. Et par la suite, travailler pour des compagnies ici, dont Chantal Caron et d'autres compagnies. Puis par la suite, ça a été à mon tour de faire et de créer des œuvres. Oui, j'ai nommé Chantal Caron parce qu'elle s'inspire énormément de la nature aussi. Est-ce que l'inspiration ou le travail vers la nature a débuté avec justement votre collaboration avec Chantal Caron? C'est quelque chose qui était déjà là pour vous? Travailler hors les murs est quelque chose qui m'a toujours passionné pour me donner accès à la danse au plus grand nombre possible. Je pense que c'est ce qui est au cœur de la compagnie. Je dirais même que chaque œuvre part d'une rencontre citoyenne et une rencontre en extérieur. Le spectacle Alexis, on a travaillé pour commencer l'œuvre 2 semaines dans une école secondaire, à parler, à échanger, à faire danser les jeunes. Donc, on n'est pas dans des salles de spectacle, on est hors salle même quand on est dans des salles de classe. Hein. Et fait que les œuvres se créent à partir de ce contact-là. Je pense que quand j'ai rencontré Chantal, il y a cette connexion-là. Je pense que les deux, on comprenait que
l'extérieur des salles, dans son cas, la nature allait être au cœur de son propos. Et de rencontrer des gens qui ont une vision similaire, ça nous aide à nous renforcer. Puis Chantal a contribué à ça, à consolider, à renforcer cette vision-là qu'on a. Alors, on parle beaucoup de nature, mais évidemment, le spectacle Alexis va être présenté en salle. Absolument. Sur scène. La compagnie fait des œuvres extérieures et intérieures. Alors, j'avais le goût de le faire intérieur, mais lors du spectacle, on enlève le 4e mur. Je le dis tout de suite. Et le public doit interagir avec nous. Donc, c'est un spectacle interactif où que le public aura une influence sur ce qui se passe sur scène. Donc, on est en salle, mais on l'utilise un peu différemment par l'interaction. Le public devient partie prenante de l'œuvre. Alors, c'est le spectacle Alexis qui va être présenté par les Arts de la Scène très, très bientôt. Est-ce que vous avez la date exactement? 5 novembre, c'est à pas manquer. C'est demain. Donc, il faut absolument y aller. Merci beaucoup, Simon Appelman, d'avoir été avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 281 13 13 poste 226. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous n'êtes pas là pour en voir tous les bienfaits, mais votre don fait du bien. Centraide aide 225 organismes. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Nous recevons maintenant Sarah Tavernier, qui est chargée de projets en éducation relative à l'environnement pour COECO, Collectivité écologique Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Madame Tavernier. Ah, malheureusement, on ne vous entend pas. On va vous laisser ouvrir votre micro. Là, ça devrait fonctionner. Oui, là, ça fonctionne Bonjour. très bien. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de COECO? Qu'est-ce que c'est exactement comme organisme? Donc, COECO, c'est l'abréviation de Collectivité écologique du Bas-Saint-Laurent. On est basé à La Pocatière et en fait, on est un organisme qui, en fait, participe à la protection de l'environnement avec différentes missions. On a un service où on peut conseiller et accompagner pour la gestion des matières résiduelles. On a un service également de gestion des écocentres de la MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. On a un service en éducation relative à l'environnement dont je fais partie pour faire de la sensibilisation aux différentes actions dont la mini-collecte dont on va parler aujourd'hui. Et enfin, on a un pôle un peu de communication et de biodiversité. Donc, parmi vos activités, vous avez fait dernièrement une mini-collecte dans les écoles. Je pense que c'est dans les écoles primaires. Oui, exact. Et c'était quoi? On a aussi l'école secondaire de Saint-Pascal et de La Pocatière. On dit qu'il y a 18 écoles, 18 établissements qui ont embarqué dans cette mini-collecte. C'est sur quel territoire exactement? Sur toute la MRC du Kamouraska. Donc, ça fait depuis 2009 qu'on a cette action qui existe. Donc, c'est vraiment une action qui est ancrée au sein des écoles. Et c'est ça, elles participent chaque année. Des fois, il arrive qu'elles ne participent pas parce qu'elles n'ont pas assez de matière collectée. Mais en général, c'est pratiquement la totalité des écoles qui se participent.
J'avoue que j'ai été assez surprise parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune aussi, on nous demandait de ramasser les attaches à pain puis les goupilles de canettes. J'avais l'impression, je savais pas à quoi ça servait, je savais pas où ça s'en allait. Et là, vraiment, avec votre communiqué, c'est de façon beaucoup plus concrète qu'on a pu l'apprendre. Peut-être que vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux objets-là. Oui, alors en fait, on a 5 matières qu'on collecte. C'est des matières où déjà, des fois, il y a déjà des solutions, mais là, en fait, on va les donner en fait à des organismes un peu de charité, on va dire, ou des œuvres caritatives. Donc, par exemple, les goupilles de canettes, justement, j'ai des échantillons avec moi. Donc, les goupilles, on va les ramasser pour pouvoir, en fait, ensuite les subventionner, en fait, la mini-collecte. Donc, on les vend à Jambassi, c'est ça qui va financer nos frais de déplacement, etc. Et les gains de surplus, on va les apporter en fait à l'association, au mouvement Une goupille à la fois, qui finance en fait des espadrilles aux enfants dans le besoin. Donc ça, c'est pour les goupilles. On a aussi les fameuses attaches à pain. Donc les attaches à pain, elles, en plastique, je précise, donc sont offertes à la Fondation Clermont Bon Enfant, qui est basée à Lévis, qui eux vont en fait avoir des recycleurs pour ensuite fabriquer par la suite, financer des fauteuils roulants qui vont offrir gratuitement. On a aussi des piles et des batteries qu'on récupère. C'est un service qu'on va ensuite apporter à l'éco-centre pour pouvoir qu'elles soient en fait bien décomposées et ensuite refabriquer des nouvelles piles par la suite. On a aussi des cartouches d'encre qu'on récupère. Les cartouches d'encre, c'est pour la fondation Mira. Donc cette fondation, pareil, va trouver des recycleurs de ces cartouches pour ensuite financer des chiens d'accompagnement pour personnes malvoyantes ou tout un service d'accompagnement pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Donc ça finance ce projet-là. Et enfin, je crois que j'ai oublié les lunettes. Les lunettes, c'est pour Iris Mondial. Les optométristes vont les récupérer, vont assurer leur qualité, vérifier en fait c'est quoi le niveau en fait la prescription, la qualité, les lentilles en fait, le point de vue, et ensuite vont les redistribuer pour des personnes dans le besoin. Il s'avère que ces lunettes-là, des fois, vont être la seule paire de lunettes à vie de personnes qui vont être utilisées à travers le monde. Donc c'est vraiment des gestes, des petits gestes qui ont des impacts vraiment importants pour ces organismes-là. Évidemment, cette mini-collecte et cette activité-là, c'est vraiment très, très concret. Quelles autres activités que vous proposez pendant l'année avec Coeco? On a beaucoup d'activités. Là, c'est sûr, en lien avec les écoles, par exemple. C'est sûr qu'on a les mini-collectes qui reviennent chaque année. Mais on a aussi maintenant un programme qui s'appelle Carbone scolaire, où on intervient, donc c'est pas seulement dans le Kamouraska, on intervient aussi dans la MRC de Rivière-du-Loup, les Basques et certainement prochainement au Témiscouata, où on apporte un programme clé en main pour sensibiliser les enfants dans 5 ateliers sur la pollution, les gaz à effet de serre. Et c'est toute une enquête avec des défis pour apprendre ça de façon positive et mettre les jeunes en action. Ça, c'est une des choses qu'on fait beaucoup avec Coeco. L'idée, c'est de mettre les gens en action, comme la mini-collecte, pour aussi leur permettre de s'impliquer, parce que souvent, c'est des petits gestes comme la mini-collecte, comme avec des défis dans Carbone scolaire, qui permettent une implication. Avec les différentes activités que vous proposez depuis déjà quelques années, est-ce que vous voyez les résultats? Pour la mini-collecte, c'est évident. Par exemple, pour vous donner une idée, on a comme 205 kilos de piles amassées. Depuis 2009, je regarde dessus, c'est près de 4500 kilos. Donc, à chaque fois, on cumule les chiffres, puis on voit qu'à la fin, on arrive à des quantités qui sont de plus en plus grosses. C'est sûr que l'idée, ça reste des déchets. Donc, nous, le message, quand même, on est quand même porteur du message de ne pas trop consommer et de réduire notre consommation. Mais si on a des déchets, grâce aux mini-collectes, grâce aussi au bon tri des bacs, notre message, c'est de dire autant que ça soit recyclé et que ça serve, au lieu de faire des déchets qui aillent uniquement à l'enfouissement. Donc, quels sont les prochains gestes qui seront posés par Coeco? Quels sont les prochains gestes? On a une série c'est une bonne question. Il y a plein d'idées en tête. Souvent, en fait, on a beaucoup
de demandes de services de sensibilisation. Des fois, c'est très large, par exemple auprès de l'école, mais des fois, c'est très spécifique. Donc, il arrive qu'on fasse de la sensibilisation auprès d'une municipalité en particulier ou alors auprès d'un public de personnes aînées. On a aussi les prochaines actions, c'est aussi on reste présent au niveau de différents comités sur le territoire par rapport aux sujets qui nous touchent pour justement faire des suivis et essayer de mettre en place des solutions avec des partenaires. On a différents projets, on accompagne aussi grâce au service de conseil en entreprise. On a chaque année, on a des services en fait des demandes en fait de services qui nous viennent pour la bonne gestion des matières résiduelles, surtout avec l'arrivée là de la nouvelle loi pour la nouvelle réglementation pour les plastiques à usage unique. On est amené notamment à s'impliquer et on nous demande de nous impliquer justement pour accompagner les entreprises pour appliquer en fait cette nouvelle réglementation. C'est un champ assez large. Est-ce que vous diriez que pour la région de la Pocatière et du Bas-Saint-Laurent, en général, la sensibilisation se fait bien, que les gens répondent bien à la sensibilisation face à l'écologie et toute cette partie-là? C'est une très bonne question. Moi, je dirais oui, parce qu'à chaque fois, notamment, durant l'été, on a des kiosques durant des événements. Puis, c'est des kiosques assez attractifs dans le sens où on fait un jeu, on a des quiz aussi qu'on pose à la population. Puis, les personnes, en général, sont souvent curieuses et aiment nous partager, en fait, leurs pratiques. C'est sûr que des fois, il y a des personnes qui sont peut-être moins sensibles au sujet justement de l'écologie et justement de faire attention à sa consommation ou à bien trier ses déchets. Mais petit à petit, je pense que d'année après année, c'est des choses qui commencent à vraiment faire partie du discours qu'on entend un peu partout, justement dans les médias, puis que petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin, comme dans la pensée des habitants du territoire. Merci beaucoup, Sarah Tavernier, d'avoir été avec nous. Vous êtes chargée de projets en éducation relative à l'environnement pour Coéco. Alors, on se dit à la prochaine. Merci, bonne journée à vous. Et c'est ce qui complète l'émission de ce lundi 24 juillet. Si vous voulez de l'information, eh bien, vous pouvez toujours vous rendre au cmatv.ca ou encore sur la page Facebook de CMA-TV, puisque l'information, elle, ne prend jamais de vacances. À CMA-TV en vacances, demain, on vous propose un entretien avec Marie-Pierre Leblanc-Picard et Alexandra Lemieux au sujet du reprenariat féminin. Également, Robert Tessier, vice-président du domaine Pointe de Saint-Vallier, nous fait découvrir ou redécouvrir ce bel endroit. Et également, on s'entretiendra avec Geneviève Kerouac du théâtre à Tempo. Bonne fin de journée. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. 21 000 membres, 3 bureaux, 50 emplois chez nous. 88 248 7940. La 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 la. Perdu dans les rues, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Ce sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez leville.montmagny.qc.ca/triporteur. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchouis le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet.
Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Soyez bien informés. L'Info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info CMA TV en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui. L'Info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'Info CMA TV, en bref. Du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur la page Facebook de CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud.